Oui, bonsoir, voilà, de retour sur la libre antenne. Donc, c'était après Jacques Brel, et puis c'est cette vidéo donc de Jonathan, et voilà, je n'ai pas pris de nom, voyez, on s'était pris dans la discussion, donc de toute façon, on vous la repassera avec une analyse de la quenelle et pourquoi finalement ils sont si méchants. Voilà. Ouais. Pourquoi sont-ils si méchants? Alors il y a pas mal de réactions évidemment sur le chat. Alors beaucoup de trolling, hein, tous les gens qui ne s'inscrivent pas et puis qui laissent des messages un peu troll, on les lira pas parce que voilà, si vous voulez qu'on lise votre message, mettez votre nom. Voilà. Donc parce que alors là, il y a 40 000. Alors. Qu'Illuminati, Monsieur Abosi, le wesh wesh que je suis vous souhaite bien le bonsoir. Alors ça c'est l'expression qui a fâché les gens. Voilà. Wesh wesh. Non, c'est pas un peu caricatural quand même, non? Ah non, non, ce qui serait caricatural, c'est de considérer que toutes les personnes qui viennent de banlieue, qui sont d'origine immigrée, sont des wesh-wesh. C'est pas mon cas. Ouais. Moi, je considère que les wesh-wesh, qui parlent avec le langage wesh-wesh, qui sont fomentés, qui sont structurés par la sous-culture mercantile anglo-saxonne, le sont. C'est pas caricatural, c'est une réalité qui existe. Je les invente pas quand même. Ouais. Bon. Ah bien sûr, Et bien je sûr, ne, je bien ne sûr. dis pas que c'est visé, que ça concerne tout le monde, mais ceux qui sont ainsi le sont, et je n'y peux rien. Après, si cette personne s'auto-assimile à un wesh-wesh, c'est son problème. Ah, C'est pas le mien. cher qu'Illuminati, parce qu'en plus c'est un habitué qu'Illuminati, on le connaît bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, beaucoup de trolling, entièrement d'accord, Dieu damné a constaté le deux poids, deux mesures. Oui, ouais, il y a un deux poids, deux mesures sur le traitement. C'est évident. Mais il y a un deux poids deux mesures en France globalement sur la question juive pour des raisons très compréhensibles. Il n'y a pas besoin de délirer sur les réseaux pro-israéliens. La raison principale pour laquelle il y a un deux poids deux mesures, c'est parce que nous restons sur le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. C'est tout. Je veux dire, c'est la raison C'est anthropologique ça, principale. ouais. Une espèce de culpabilité permanente que la France avait apportée pour cette affaire. C'est au-delà de ça, c'est pas un problème de culpabilité selon moi, c'est que l'antisémitisme, j'ai pas que de l'antisémitisme, mais disons, la question juive ramène à la guerre, à la question de la guerre. Et la question de la guerre, bien évidemment, est un traumatisme. N'oublions pas que pendant la guerre, quand même, le français moyen a perdu 10 kilos. Hein, en France, aujourd'hui, il y a plutôt des gens en surpoids que des gens qui souffrent de faim et qui perdent 10 kilos. C'est clair. Donc, c'est par rapport à ça. Je pense essentiellement. Je suis même certain. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Alors là, tous les anonymes non vérifiés qui sont extrêmement actifs, voilà, d'ailleurs, Betasmile vous le dit, il faut vous inscrire, voilà, parce que beaucoup de, il y a quelques, on va dire, personnes qui s'acharnent, voilà. Adrien redevient sérieux, je suis pas démocrate, la France au roi, le roi fait le job. Les gens sont un peu taquins sur cette histoire de roi, ouais, je vois. Ils ont du mal à comprendre finalement le système républicain, c'est quoi, c'est le formatage. Je vais vous dire, ils ont du mal à comprendre. J'ai déjà eu l'occasion de le dire publiquement. Tous ces gens qui ont du mal à comprendre vont se faire dépuceler par la souffrance. Vous savez, je cite souvent cette phrase du prophète Isaïe que Jésus reprend d'ailleurs, dans Saint Marc, je crois. Vous aurez des yeux et vous ne verrez pas, vous aurez des oreilles et vous n'entendrez pas. Eh bien, beaucoup de gens qui s'entêtent dans l'erreur, hélas, ne comprendront que le jour où la réalité va les violer, quoi. Et c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et je vais être un petit peu... à nouveau, je vais passer pour quelqu'un de très antipathique. Faut pas se mentir. Le peuple de France le mérite un petit peu. Pourquoi? Parce que quand même depuis 40 ans, le peuple de France vote pour des gens qui, objectivement, mènent des politiques antinationales contre leurs intérêts, etc. Alors, admettons que c'est pas toujours été visible, mais en tout cas, depuis 20 ans au moins. En tout cas, depuis Maastricht, c'est évident. Bon. Le peuple de France en redemande. Sarkozy, Hollande, bon voilà. Au bout d'un moment, il faut payer la facture. Il faut payer la facture. Et c'est pas, je ne pars pas du principe que le peuple est forcément bon et que le peuple agit forcément dans le bon sens. Ça, c'est l'idéologie jacobine un petit peu naïve. Ça vient de Rousseau d'ailleurs, ça tombe pas du ciel, ça. Le peuple, des fois, se trompe. Il se trompe. Et voilà, donc là, le peuple de France mérite un retour de bâton. Hélas, je ne mets pas la jeunesse dans le lot. Parce que la jeunesse n'y est pour rien.
C'est pas la jeunesse qui a voté Mitterrand, c'est pas la jeunesse qui a voté Chirac, c'est pas la jeunesse qui a voté Sarkozy. Bon, on a un peu voté Hollande, c'est vrai. Mais on a le droit de se tromper quand même. Bon, faut pas non plus être un peu trop psychorigide. Mais en tout cas, j'ai cette boutade en privé, et je dis souvent que je ne reçois aucune leçon de politique d'individu qui a plus de 40 ans. Parce que vous avez cautionné les libéraux libertaires depuis je ne sais combien de temps. Donc, vous avez flingué la France à une vitesse grand V. Donc, pas de leçon. Un jour, je ne l'ai pas fait et je le regrette. J'ai rencontré dans le métro Jacques Toubon. Et j'ai voulu lui demander, mais comment et pourquoi vous avez flingué la France en si peu de temps, quoi. J'ai pas osé, je le regrette. J'aurais aimé, j'aurais vraiment dû, parce que j'aurais vraiment aimé voir comment il s'en sort, par quelle pirouette il s'en sort. Et je rêve d'avoir face à moi un homme politique du système qui a eu certaines responsabilités, pour lui demander, par curiosité, quoi. Voilà. Donc bon. Alors on nous dit aussi, voilà, comment est-ce que vous pourrez rallier justement ces wesh-wesh à l'idée nationale. C'est Mathieu Victor, voilà. Alors déjà, tous ne seront pas ralliés à l'idée. Mais avant de critiquer les Français d'origine immigrée sur cette question, je vais être très franc, c'est que les premiers concernés, c'est les Français de souche. Les premières, je vais être grossier, je m'en excuse, les premières putes qui crachent sur la France, c'est qui? C'est qui aujourd'hui? C'est les antifas, c'est les bobos, c'est la go-gauche, c'est la go-gauche, etc. Alors, les wesh-wesh, je vais vous dire un truc, je vais être politiquement incorrect. L'action politique qui est la mienne, qui va être la mienne dans les années à venir, c'est non pas de conquérir en priorité le peuple, entre guillemets, mais les élites. Parce que les choses changent quand les élites l'ont décidé. Et si vous voulez, le sort du peuple, pas le sort du peuple, disons, l'avis du peuple est absolument indifférent aux classes dirigeantes. On le voit bien d'ailleurs sur le mariage gay, par exemple. Là, pour le coup, c'était assez évident. Bon. Mais on aurait pu citer la ratification et quelques mois du TSCG, etc. Donc sur toutes les grandes décisions, l'avis du peuple ne compte pas, et ce qui compte, c'est l'avis de nos élites. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, et peut-être que j'ai tort, et peut-être que je me trompe, et peut-être que je vais échouer, mais ce à quoi je vais m'évertuer, enfin ce que je vais essayer de faire dans les années à venir, c'est de convaincre une partie des élites françaises de se rallier à des idées qu'on va appeler antimondialistes, qu'on va appeler nationales, patriotes, etc. Voilà. Après, je vais vous dire, je ne suis pas très cartésien comme garçon, mais je pense quand même que le bon sens, que chaque être a en lui une part de bon sens. Par définition, si je prends une position en public, c'est parce que je pense que c'est la vérité, et que parce que c'est ce qu'il y a de bon, enfin c'est ce qui va vers le bien commun. J'interdis à personne de se rallier à mes positions, quelle que soit son origine sociale, culturelle, religieuse, ethnique, etc. Voilà. Et d'ailleurs, dans mes conférences, que ce soit dans les miennes ou celles de personnes comme Pierre Hillard, par exemple, il y a des gens qui viennent de tous horizons. Oui, bien sûr. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui me reprochent d'être trop dur envers les Kaira et compagnie. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi on n'aurait pas le droit de critiquer les Kaira? Au nom de quoi? Je suis désolé de le dire, mais de fait, la pression au quotidien que se prennent des millions de Français, elle existe. Et je vais vexer beaucoup de gens, c'est pas la LDJ qui met la pression, ces gens-là. C'est pas la LDJ, c'est pas M. Rockefeller, c'est pas M. Rothschild. Ces gens-là ont un rôle. Je suis pas naïf, mais la question des Kaira est la question numéro 1 pour beaucoup de Français. Pour beaucoup de Français. Et cette question devrait être mise au clair et traitée tôt ou tard. Et c'est un aveuglement collectif absolument hallucinant que de ne pas traiter cette question. Est-ce que justement, cette question des racailles, est-ce que elle n'est pas une manifestation supplémentaire, justement, de cette anti-France, au même titre, comme vous l'avez précisé, des bobos, qui eux ne vont pas faire l'objet des mêmes attaques, plutôt... Parce qu'ils ne posent pas les mêmes problèmes. Et d'ailleurs, si vous avez lu mon bouquin, les bobos prennent beaucoup plus dans la gueule que les Kaira. Oui. Mais... j'ai pas dit que c'était le temps d'écrire bobos. Non. Mais de toute façon, c'est très simple, c'est qu'il y a les racailles d'en haut et les racailles d'en bas. Et ce sont deux mâchoires, et entre deux, qui se fait exploser, c'est la France enracinée. Et moi, j'ai toujours dit que pour moi, les racailles sont les soldats de messieurs de Rothschild. Je veux dire, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans un état de droit, les milices sont interdites. Le peuple ne peut pas se faire réprimer par l'équivalent d'une Tchéka ou d'une Gestapo. Donc, qui fait la police? Qui met les coups de pression au peuple
concrètement, qui stimule l'économie parallèle, et d'ailleurs on voit une explosion de la criminalité en France actuellement, bah je suis désolé. Et ça, c'est un problème qui existe, et on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas, et ceux qui font comme s'il n'existait pas, je le dis très clairement, sont des lâches. C'est que ça existe. Quand... je vais pas prendre d'exemple, mais personnel, parce que bon, c'est pas le problème, mais c'est une question qui est tellement fondamentale et qui pèse tellement sur la vie quotidienne des gens, si vous voulez, que c'est juste délirant qu'on ne la traite pas. Et moi, la seule chose que je demande, c'est de mettre chacun face à ses responsabilités. C'est que, concrètement, s'il existe aujourd'hui en France du racisme envers les Maghrébins et envers les Noirs, c'est à 95% dû au Caïra. Et ça, on ne me l'enlèvera pas de l'esprit. Je suis assez d'accord. On ne me l'enlèvera pas de l'esprit. Et si ces gens, il y a une mauvaise image des Noirs et des Arabes en France, c'est parce qu'une mauvaise image a été donnée. Et elle n'a pas été donnée par Arthur, par Gad Elmaleh, par l'Al-Deji, etc. Elle a été donnée par les concernés. Et ça, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et je vais plus loin. Si ce qu'on appelle les Gouers se font bolosser, c'est aussi parce qu'eux ont donné une mauvaise image d'eux-mêmes, et parce que concrètement, ils ont démontré que c'était... Comment vous dire, pour ne pas employer de mots trop polémiques et pour éviter un débat trop passionné, quand on se comporte comme une victime, il ne faut pas s'étonner d'être assimilé à une victime, d'être désigné comme une victime. Voilà. Donc, moi je veux mettre chacun à leur responsabilité. Que ce soit les bobos, que ce soit les wesh-wesh, que ce soit nos élites, chacun doit assumer. Et là, on est justement dans un système de défaussement permanent, si vous voulez. Nos élites politiques passent leur temps, si vous voulez, à ne pas assumer leurs responsabilités, à ne pas rendre de compte. Ils ne rendent pas de compte à la population. Nous avons un peuple français qui, globalement, s'auto-illusionne sur ses élites et qui ne veut pas, lui non plus, prendre acte de la situation, à savoir qu'il n'y a quasiment que des collabos qui se présentent aux élections. Nous avons ces chers Caïra qui se plaignent d'être rejetés. Mais comment ne pas être rejeté quand on a pour moteur, dans son comportement, l'incivisme? Comment ne pas être rejeté? Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Un jour, je prends la ligne 8. J'entre dans le métro. Une jeune fille est assise à un strapontin. En face de Caïra, et sur les strapontins en face de Caïra, et derrière ses potes. Et je vois que les mecs draguent de façon assez lourdingue la meuf. Au début, je bronche pas. Je me dis, c'est pas mon problème, voilà, c'est le réflexe de chacun. Ensuite, un des mecs, il dit une phrase que je ne répéterai pas parce que très certainement des jeunes femmes nous écoutent, mais une phrase très graveleuse à cette jeune fille. Et là, j'interviens. Et je dis au concerné, cher monsieur, je vous vois, je vous vois, je manque pas de respect. Cher monsieur, si vous voulez que cette jeune fille accède à votre requête, il faut la former plus poliment. Et le mec dit en rigolant, ah ouais, bah faut faire comment alors? Et puis là, je commence à lui parler des filles, etc. Je lui dis, vous savez, il faut que vous soyez de la même... que vous compreniez le type de respectabilité sociale d'hommes qu'elles aiment, etc. Sinon ça va pas marcher. Et je me mets à parler de filles avec lui. Et après on se met à parler tranquillement, normalement, calmement, et on se détend. Et en sortant, je lui dis, vous savez, bon je vois que fondamentalement, vous n'avez pas forcément un méga mauvais fond, mais vous avez pas, je sais pas si vous en avez conscience, mais là vous avez créé toute pièce une crise du Front National. Et là les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé les yeux. Ils étaient honteux. Vous voyez? Donc moi ce que je veux, c'est mettre chacun face à ses responsabilités. Et arrêter de se défausser, arrêter de chialer. Et là, je vise tout le monde. Hein. Je vise tout le monde. Arrêter de chialer et mettre chacun face à ses responsabilités. Voilà. Parce que il y a eu, on le sait très bien, le travail dans les années 80, les années 90 de SOS Racisme, qui a défrancisé cette partie de la population. Moi-même, j'ai très bien connu SOS Racisme avec les mains, et puis on vous expliquait que, en gros, la philosophie des SOS Racisme, c'était de dire vous n'avez pas besoin d'être français, restez tel que vous êtes. Et puis de toute façon, vous n'avez pas de vivre ici parce que la France, elle a été très méchante, elle a colonisé, elle a fait de l'esclavage. Et tout ce qui était lié à la France, et ça c'est une constante aussi, est systématiquement négatif, mauvais. Alors en particulier en matière d'histoire, on ne parle que de la Seconde Guerre mondiale, de la colonisation et de l'esclavage. On ne parle que de ça. Bien sûr. Et comme si la France, c'était un pays qui avait passé son temps à faire de l'esclavage, de la colonisation et puis à vendre des juifs. Enfin, en omettant de dire que le premier pays de l'histoire de l'humanité à avoir aboli l'esclavage, c'était la France. C'est la France. Mais ça, c'est pas grave, hein. Nos républicains... Bien sûr, et puis une petite, aussi je le rappelle souvent, j'aime bien le rappeler, mais même le code noir, parce que ça c'est quelque chose qui est très mal vu, le code noir, on me le jette toujours en exemple à la gueule, en me disant oui, mais la France, ils ont fait le code noir. Mais le code noir, à la base, était un but presque, j'ai envie de dire positif, je suis désolé, mais c'était de donner un corpus
de loi à là où il n'y avait rien. Et justement, précisément, ce code noir existe parce que ce sont les personnes qui sont rendues dans les îles où on faisait évidemment l'esclavage, et horrifiées de voir la façon dont les personnes étaient traitées, on dit, en revenant au roi, il faut mettre de l'ordre là-dedans. On ne peut pas laisser les gens faire. Et je vais vous dire, l'une des raisons du code noir qui est très peu dite, c'est que quelle est l'année du code noir ? 1685. Ah ouais. Et 1685, c'est l'année de quoi aussi ? De la révocation de l'édit de Nantes. Tout à fait. Et donc, ce que voulait faire le 14 aussi, c'était, via le code noir, convertir les esclaves au catholicisme, en fait. Et l'un des premiers articles du code noir, c'est le fait que les esclaves doivent être baptisés. Alors, il ne faut pas faire d'anachronisme en plus, c'est-à-dire que à l'époque, concrètement, quel pays ne pratiquait pas l'esclavage ? Quelle civilisation sur la planète ne pratiquait pas l'esclavage ? Exactement. Mais je vais vous dire, je considère l'esclavage comme un attentat contre la dignité humaine. Évidemment, quand on est chrétien, on ne doit pas accepter l'esclavage, et les chrétiens qui ont accepté l'esclavage, alors c'est facile à dire de là où on est, parce que nous, on n'a pas les mêmes mœurs, etc. Mais en tout cas, avec le recul historique, l'esclavage est quelque chose qui, par définition, est une abomination. C'est évident. Maintenant, réduire la France à ça, c'est se foutre du monde. Enfin, voilà. C'est d'une culture. Et d'ailleurs, moi, mon débranchage de la matrice a commencé notamment parce que, face à la repentance qui est venue à partir de 2005, moi qui connaissais l'histoire, je me disais, on ment, c'est des conneries. C'est des conneries. Et si je vais être un petit peu taquin avec le politiquement correct, c'est que la France a aboli l'esclavage dans ses colonies, enfin chez elle, et dans ses territoires, mais quand la France colonisait, et Dieu sait si je ne défends pas la colonisation, mais quand la France colonisait un territoire, elle abolissait l'esclavage sur place. Et il y a beaucoup de pays d'Afrique, pardon de le dire, où l'esclavage a été aboli parce que la France est arrivée. Oui, je sais. Et je ne défends pas la colonisation, bien sûr. Pour diverses raisons. Nos amis africains, il y en a beaucoup, ils le savent parfaitement que l'esclavage est en cours dans beaucoup de pays d'Afrique. Et il existe encore d'ailleurs aujourd'hui, en Mauritanie notamment. Bien sûr, en Mauritanie, et aussi dans les pays du Golfe. On l'oublie souvent. Oui, tout à fait. On oublie souvent de les citer, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, c'est pas terrible. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On ne peut pas enseigner à des personnes d'origine africaine que l'esclavage et le colonialisme étaient bénéfiques. Ça, c'est Malik qui nous dit ça. Mais c'est tout à fait vrai. Mais je veux dire, ce que je dis là est tout à fait vrai. En revanche, quand on est français, on accepte l'histoire de France telle qu'elle est. On peut être français et musulman, mais on accepte Charles Martel. On peut être français d'origine africaine, mais on accepte la colonisation. Je ne dis pas qu'il faut louer la colonisation. Moi-même, je la critique, la colonisation. Pour diverses raisons, et notamment parce qu'on l'a payé, je vais être un petit peu violent, par la contre-colonisation. Parce que concrètement, la France n'aurait jamais accepté autant de populations d'origine étrangère s'il n'y avait pas eu la colonisation. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Bon, maintenant, je condamne la colonisation parce qu'elle a été source d'injustice, de violence, de crimes. Mais je constate aussi certaines contradictions du système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas louer la francophonie et à la fois critiquer la colonisation, parce que, je suis désolé de le dire, mais les gens ne se seraient pas spontanément intéressés à la langue française s'il n'y avait pas eu de colonisation. Donc, voilà. Je reprendrai, alors dans ce cas, je vais prendre la phrase de Sédar Senghor qui dit qu'au moment de l'indépendance, il dit on a repensé, il dit on était libre, mais il dit la colonisation nous a laissé beaucoup de souvenirs amers, mais on retiendra qu'elle nous a laissé un précieux trésor, c'est la langue française. Voilà. C'est vrai. Mais ceci dit, la violence principale de la colonisation, on y revient toujours, c'est le déracinement. Et effectivement, de ce point de vue-là, du mal a été fait. Hélas, mais qui n'en a pas commis. Vous savez, c'est comme quand c'est comme un être humain, hein, il commet des actes bons, il en commet des mauvais. Bon, c'est ainsi. Et alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Marine islamophobie invitée sur toutes les chaînes de télé et de radio. Marine islamophobe. Ouais. Alors déjà, je vais vous dire, le concept d'islamophobie me gonfle. Vous voyez, c'est comme j'ai entendu parler de romophobie, je crois. C'est sur les Roms. C'est pour les Roms. Et moi d'ailleurs, j'en rigole et je parle de guérophobie, quoi. Bon, mais faut arrêter. Bon, le racisme existe, d'accord. L'islam n'est pas une race, c'est une religion. Bon. Après, que Marine Le Pen ait profité du créneau comment vous dire, du créneau du coup de massue sur l'islam pour elle dans les médias, c'est évident. Oui. Après, je vois pas le rapport avec la colonisation. Ouais, c'est ce qu'on nous dit qu'elle a invité, en fait, ça se justifie. Quoi. Mais pour en revenir à ce que je vous disais, le terme d'islamophobie me gonfle parce que
il y a un côté victimisation, quoi, qui me... Genre, franchement, ça fait 10 ans qu'on nous le fait, la victimisation de toutes les minorités de France, arrêtez, quoi. Arrêtez. En plus, il y a un Arrêtez fait, de chialer, quoi. moi j'aime bien reprendre ce fait-là, mais au début on va dire, de la première Assemblée nationale, il y avait des députés noirs parmi... Ah, mais je tiens à dire que le premier noir de l'histoire de l'humanité à avoir été élu au suffrage universel, c'est monsieur Jean-Baptiste Bellay, en 1793. Voilà, Jean-Baptiste Bellay, Ouais. Toussaint Louverture, il y avait le chevalier Saint-Georges, on sait, c'était le chef de la garde royale. Et oui, et c'était sous l'Ancien Régime. Et c'était sous l'Ancien Régime. Et il y a un symbole encore plus fort pour moi qui est le général Dumas. Et le général Dumas. Parce voilà. que je me rappelle que Le père d'Alexandre. il y avait eu dans les médias une petite campagne médiatique il y a quelques années ça sur le fait qu'il y avait un général métis dans l'armée américaine, et puis nous Français racistes que nous étions, nous n'avions pas de général métis. Je sais pas ce qu'il y en a aujourd'hui, je connais pas l'armée. En tout cas, ce que je sais, c'est que le premier général métis noir de l'histoire de France, c'est le général Dumas. Et que c'était en 1793. Et je crois que les Noirs en 1793 aux États-Unis, il ne devait pas y avoir beaucoup de généraux parmi Moi, je eux. ne crois pas. Et Bon, des députés non plus, il n'y en avait pas beaucoup au Congrès américain. Hein. Pour parler au fond de la question noire, on ne se demande jamais pourquoi il n'y a pas de Martin Luther King français. Pourquoi il n'y a pas de Martin Luther King français ? Parce qu'il n'y avait pas de discrimination. Il n'y avait pas besoin. Et il y a un écrivain noir américain dont j'ai oublié le nom, et ça m'embête parce que ça aurait été bien de l'avoir, qui avait fait la guerre, donc la Première Guerre mondiale, et qui avait vu la condition des Noirs. Il dit, c'est extraordinaire. Les mecs, ils sont normaux, enfin je veux dire, ils ont une vie normale. Et Stefan Zweig, dans son livre de mémoire Le Monde d'hier, évoque le fait que les Françaises blanches sortaient déjà avec des gens de toutes les couleurs, quoi. Ouais. Donc la France pays raciste, très certainement, le racisme existe parce que c'est une passion humaine, donc c'est comme l'égoïsme, c'est comme l'hypocrisie, c'est dans le cœur de chacun, à plus ou moins forte dose. Mais sincèrement, c'est un pays au monde qui est ouvert à la tolérance, c'est bien la France, et les gens qui disent le contraire sont des putes, quoi. Faut le dire, quoi. C'est scandaleux, quoi, de dire ça. Bah, il y a eu, en fait, moi ce qui m'étonne toujours, justement, dans l'histoire de France, c'est de voir à quel point les Français sont capables, justement, d'accepter cette différence comparé à d'autres peuples d'Europe. En particulier, justement, d'un point de vue politique, on a évoqué donc le XVIIIe siècle, avec Général Dumas, tout ça, l'ouverture, etc. Mais même dans nos années, il ne faut pas oublier qu'on avait un président de l'Assemblée nationale qui s'appelait Gaston Manerville. Mais je vais encore plus loin que vous. C'est que qui a rendu le plus grand hommage à Richelieu ? Qui est la personne grâce à qui les jeunes enfants connaissent Richelieu ? C'est Alexandre Dumas grâce aux Trois Mousquetaires, si vous voulez. Et Alexandre Dumas, j'invite les gens à mater sa photo, il est plus une tête d'Africain que d'Européen. Bon. Bah oui. Et c'est quand même extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'Alexandre Dumas, dont le grand-père avait été esclave, n'était pas du tout dans une logique victimaire, repentante et compagnie. Et Alexandre Dumas, d'ailleurs, était très critiqué à son époque, mais on lui a fait tout le reproche du monde sauf d'être noir. Et ça, faut quand même pas l'oublier. Et Alexandre Dumas, son œuvre est un hommage à l'histoire de France. C'est un hommage, enfin, on sent que le mec est pétri par ça. Je veux dire, c'est évident. Et Alexandre Dumas, à beaucoup d'égards, est une figure française qui tord le cou, si vous voulez, à toutes les conneries qu'on nous raconte en permanence aujourd'hui. Mais la plupart des gens l'ignorent, hein, que... Tout à fait. Et rappelez-vous ce film avec Depardieu où on a fait un Alexandre Dumas blanc, mais c'est juste délirant. C'est comme si on fait un film sur Ray Charles et qu'il comprend blanc. On comprend pas. Ou alors on fait un film, je sais pas, sur Montaigne et puis on prend un noir. On prend un noir, ça n'a pas de sens. C'est de la folie pure. C'est de la folie pure. C'est que le politiquement correct pète un câble, quoi. Enfin, Parce que finalement, là, en travestissant justement ce genre de fait, ça fait de l'anti-France en fait. Bien sûr. Ça produit de l'anti-France. Bien sûr que oui. De ne pas nous le dire, de ne pas nous montrer comment les choses se sont passées. Sachant que la seule chose que la France demande aux gens qui viennent vivre chez eux, c'est que, en gros, il y a une charte, être français c'est ça, on s'en fout de qui tu es, par contre la charte tu la respectes. C'est tout. Ni plus, ni moins. Et pourquoi aujourd'hui il y a des tensions communautaires en France, et pourquoi il y a des problèmes de véritable défrancisation, et pourquoi il y a ce que j'appelle des Français administratifs,
qu'on retrouve aussi chez les Blancs, attention. Hein. Oui, parce que ce que j'allais dire, moi je vois plein de Blancs qui refusent la France et je vois des Arabes qui l'acceptent et des Noirs. On est dans un monde. Mais bien sûr, et d'ailleurs, mais bien sûr que oui, parce que nous sommes un monde où il y a beaucoup de républicains. Et les républicains, quelles que soient leurs origines, de souche ou d'origine immigrée, sont des Français administratifs. Je sais que c'est une phrase d'une grande violence. C'est une phrase d'une grande violence, je le sais, mais il faut appeler un chat un chat. Et la réalité n'est pas la réalité qu'on nous donne dans l'éducation républicaine. C'est pas on se tient par la main et le monde sera plus heureux et mais non, c'est pas ça. La réalité, elle est dure, elle est violente, elle est brutale. Voilà. Bon. De fait, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure si j'étais face à un amphi de Sciences Po, je pense que je me ferais presque huer si je disais que j'étais fier d'être français, que j'assumais toute l'histoire de France, etc. Le fait que je sois monarchiste, alors là, bon, bref, que je sois chrétien, etc. Tout cela, effectivement, est objet d'exécration de beaucoup de Français de souche. Et avant de critiquer les Français d'origine immigrée qui ont un problème avec la France, et ça on peut l'expliquer pour des raisons assez rationnelles, même si je ne le justifie pas et je ne l'accepte pas, parce qu'à partir du moment où on habite sur un pays, il faut être cohérent, quoi. Mais il ne faut jamais oublier que les premières salopes à cracher sur la France, c'est ces petits bobos de merde, c'est ces antifas, etc., etc. En fait, c'est tout ce qui vient de la gauche. La gauche est l'anti-France, puisque c'est les Lumières. La gauche est l'incarnation de la République des Lumières. Alors me dire la droite, il n'y a pas de différence avec la gauche. Oui, il n'y a plus de différence depuis 1945. Donc tous les partis de l'échiquier politique français sont de gauche en réalité. La vraie droite n'existe plus. Puisque pour moi, le clivage gauche-droite est le suivant, c'est Lumière contre anti-Lumière. En fait, c'est Lumière contre enracinement, de mon point de vue. On peut en discuter. Bon. Et de ce point de vue-là, sous cette définition-là, je me considère comme de droite, j'ai aucun problème. Mais surtout pas, ça n'a rien à voir avec l'UMP par exemple. Bon. Mais pourquoi vous dites cela? Oui, donc aujourd'hui, de fait, il y a beaucoup de Français défrancisés, républicanisés, déracinés, et qui n'ont pas un instant l'idée de ce qu'est la France. C'est une évidence, enfin c'est même plus qu'une évidence, quoi. C'est tellement ça crève les yeux. Enfin, j'ai envie de vous dire, de façon très vaniteuse, moi je me considère comme un vrai Français enraciné, si vous voulez. Et je constate de fait que des gens comme moi, j'en croise pas tous les jours. J'en croise pas tous les jours. Et quand c'est pas de la haine vis-à-vis de la culture française, c'est une telle indifférence qu'au final ça revient au même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que donc au final, on a un être complètement délavé culturellement parlant. Et vous savez, on parle souvent du concept d'intégration, d'assimilation. Je sais pas ce que c'est. Intégration, assimilation, il faut m'expliquer, je sais pas ce que c'est. Un truc que je sais ce que c'est la francisation. Et moi, je veux que les gens qui vivent en France soient francisés. Est-ce que c'est trop demandé ? Est-ce que ça fait de moi un fasciste, un raciste, tout ce que vous voulez? Je ne le crois pas. Et je pense que il y aura beaucoup plus d'harmonie dans la société française quand ça sera le cas, pour une raison très simple, c'est qu'on aura des choses à partager. On aura des codes en commun. Parce que si on n'a pas de code en commun, on ne fait plus société ensemble. Et si on ne fait plus société ensemble, on n'a pas vocation à vivre ensemble, tout simplement. Et là, je mets les Français d'origine immigrée face à leurs responsabilités, en quelque sorte. Et je leur dis, moi, je suis bras ouverts. Je me dis franchement, j'ai aucun racisme en moi, ou en tout cas, si j'en ai, en toute franchise, j'en ai beaucoup moins que beaucoup de gens. De toute façon, le chrétien que je suis doit s'interdire le racisme. En revanche, pour des questions de cohésion sociale, les gens qui vivent en France doivent vivre selon les codes sociaux français, par définition. Et si tu ne veux pas vivre selon les codes sociaux français, pas de problème, mais en revanche, ne fais pas de revendications culturelles. Parce que là, c'est le clash, si vous voulez. C'est le clash, c'est-à-dire que sur mon territoire, tu veux faire vivre une autre société, une autre civilisation. Ça s'appelle la colonisation. Quand on regarde des choses, quand on regarde des choses comme ça, je sais que les mots que j'emploie sont violents, je sais qu'ils heurtent, mais où on aborde un problème de front, ou on ne l'aborde pas. Moi, je l'aborde. Et cette question-là est fondamentale. On ne peut pas passer à côté. On voit bien que la société française le tissu de la société française est ultra déchiré. C'est une évidence. Donc, face à ça, on fait quoi? Deux solutions. Enfin, j'ai envie de dire non. Deux choix. Soit, politique de l'autruche, on voit pas le problème. On voit pas le problème, il n'y a pas de problème, ça n'existe pas. Soit, on prend le taureau par les cornes. Je prends le taureau par les cornes et je dis aux Français d'origine immigrée,
si vous voulez vivre en France de façon paisible et enracinée, il faut vous franciser. Il faut vous enraciner dans la civilisation française. Alors après, je suis un petit peu dur avec eux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français de souche qui sont des salopes, il faut le dire, hein. Moi j'appelle ça comme ça, hein. Et qui ont la haine de la France et compagnie, mais eux je les oublie pas non plus, hein. Je veux dire... Parce que c'est ça, il faut donner envie, parce que quelqu'un qui arrive en France, il constate une situation où on est dans un pays, les gens crachent, beaucoup de gens sur leur drapeau, ils n'aiment pas la France, ils vont te donner des 50 000 raisons pour ça, et ça donne pas envie, quoi. Ça donne pas envie, vous avez tout à fait raison. Ah mais j'ai pas dit qu'ils n'avaient pas d'excuses, hein. Ouais. Je vais vous dire, moi je suis anti-gauche à 1000%, je méprise la gauche, je méprise les gens Ah oui, sont j'ai de gauche. remarqué dans votre bouquin, vous êtes très très anti-gauche. Ah non, mais... Parce que pour vous, la gauche, ça symbolise vraiment cette anti-France. La gauche, c'est les Lumières. C'est la République des Lumières. On peut critiquer la droite pour des milliers de raisons. Mais il n'y a pas dans la droite, dans la vraie droite authentique qui existait avant 1945, il n'y a pas, même après, remarquez, hein, la droite, il y a des trucs à sauver dans le gaullisme quand même, hein, faut pas non plus tout balancer. Mais il n'y a pas dans la droite le ferment de l'éradication de la France, de la haine de la France, de l'anti-France. La gauche est l'anti-France. Je ne supporte pas les gens qui, en parlant de la France, disent la République. Ouais. Bande de pourriture. Ça, c'est des pourritures. Mais est-ce que la droite aussi, elle fait pas bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins peut-être d'anti-France, puisque effectivement à droite, on n'hésite pas à porter les drapeaux, etc. Mais dans les faits, Sarkozy, dans la France... Ah mais je vous l'accorde tout à fait. Au Qatar, qui veut la prendre, quoi. Mais pour moi, Sarkozy est de gauche, hein. Le MP est à gauche, le Front National est à gauche, hein, pour moi presque, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Il se républicanise, le Front National, en ce moment. Mais il se revendique de la République. Ouais, il a tort. Hein. Mais il a tous tort. les partis, d'ailleurs, en France, il n'y a aucun parti qui se revendique pas de la République. C'est tout notre malheur, cher ami. C'est tout notre malheur. Même dans la dissidence, si j'ose dire. Mais il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Je compte sur la Providence pour me filer un petit coup de main. De toute façon, je suis pas seul à le mener, ce combat. Après, bon, je vais vous dire qu'un parti politique se revendique de la République aujourd'hui, je ne peux pas le critiquer dans l'absolu, parce que sinon, il n'existe pas. Et au bout d'un moment, on fait de la politique. Et la politique, ça se fait pas que avec des idées, si vous voulez. Il faut aussi finasser, il faut, voilà, il faut dissimuler, il faut combattre le feu par le feu. Après, si vous voulez, je regarde l'esprit des gens. Et je vois pas de parti politique à l'heure actuelle qui a un esprit classique bien tourné. Il y a beaucoup d'esprits déréglés. Je me rappelle de... Je dis pas ça pour critiquer le Front National, c'est pas mon sujet le Front National, mais je vois Loualio qui dit la lutte contre le mondialisme... Attendez, c'était quoi sa phrase déjà? Il avait fait une petite conférence où il disait contre le mondialisme de la République. Je veux dire, mon pote, c'est comme si tu dis contre le sida. Bah non, le mondialisme n'est qu'une émanation des Lumières aussi, hein, d'ailleurs. Vous avez une excellente définition d'ailleurs, alors ça j'ai adoré par contre, c'est quand vous parlez du citoyen du monde, voilà, et que vous dites un citoyen du monde, c'est quelqu'un qui croit qu'il est partout chez lui, avant ça s'appelait un colon. Ça m'a beaucoup fait rire, Mais bien sûr que oui, c'est l'individu qui est partout chez lui, comme on dit dans le ghetto, qui prend la confiance partout. Qui prend la confiance partout, ouais. C'est un colon. Et moi j'ai une phrase qui est un petit peu violente et qui choque les puceaux des oreilles.